L'Union européenne et les États-Unis veulent reprendre la coopération avec les États du Sahel au sein de l'AES. Dans votre émission Regard sur l'avenir, les commentaires et les analyses de nos différents panélistes, ils ont pour nom Alouna Traoré, militant et témoin vivant de la révolution d'août 83, Bakary Kaboré, juriste et analyste politique, Til Konaté, secrétaire général du cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita, et enfin bienvenue donc à Fabrice Sawadogo, secrétaire national en charge de la communication au sein donc du Conseil national de l'économie informelle et bien d'autres qualifications. En tout cas, on aura le temps de découvrir bien sûr ces différentes qualifications. Camarades, merci donc pour votre participation à l'émission et merci pour ce temps consacré à la chaîne C360. Camarade Traoré, les Occidentaux veulent en tout cas revenir dans les pays du Sahel. Et sans doute, c'est une information, bien sûr, j'allais dire, de premier ordre que nous donnons donc à l'ensemble des Burkinabés. À la vérité, il faut se poser beaucoup de questions. Hier, comment étions-nous avec eux? Qu'ont-ils fait pour pouvoir maintenant demander à revenir? Maintenant, les États du Sahel, pour la petite histoire, c'est ceux qui étaient présents à la conférence de Berlin, à l'exception des États-Unis. C'est eux encore qui reviennent. Donc, en fait, nous connaissons l'Union européenne sous la férule française qui est dirigée par la France. Ceux qui nous attaquent par procuration, c'est eux encore sont en train dans des manèges. Comme le camarade président Thomas Sankara l'a dit, l'impérialisme est un mauvais élève. Il revient toujours par des voies alambiquées et ça procède de l'infantilisation de l'homme noir. Tout à fait. Ils n'ont pas grandi spirituellement, ils n'ont pas de précédent historique. Ce qui ne se fait pas avec eux, ils veulent le faire avec nous. Que ces gens-là veulent bien revenir. Ils ont eu maille à partir au Burkina sous la RPP, au Niger la même chose et au Mali également. Maintenant que la situation est en train de se stabiliser, du fait de leur présence, le terrorisme a connu une expansion. Tout à fait. Donc, s'ils veulent revenir, les inviter, ou nous on a compris, du fait de leur absence, le terrorisme est maîtrisé. S'ils reviennent, est-ce que ce n'est pas inviter le loup dans la bergerie? Il faut vraiment les prendre avec beaucoup de pincettes pour la vulgate, pour apparaître comme un pays des États ouverts, d'accord, mais il faut faire très attention à ces gens-là, parce qu'ils ne changent jamais leur position. Dominer, mentir, exploiter, nous esclavagiser. Oui. Ça ne change jamais. Le narratif, malgré le fait que nous ayons remporté des victoires en AES, jamais, jamais ces États-là et leur presse ne parleront pas en bien du Burkina Faso, du Mali ou du Niger. Ils ont une posture donnée. Nous sommes des pays d'insécurité et l'insécurité, c'est eux qui sont à l'origine de l'insécurité dans nos États. Ils créent l'insécurité pour pouvoir mieux venir. Donc, de mon humble point de vue, il faut faire attention à ces gens-là. Absolument. Voilà. Il faut regarder dans le rétroviseur. Depuis que nous avons des partenaires stratégiques, ils nous ont dit qu'on ne pouvait pas réussir sans eux. Voilà que nous faisons mieux que tenir. Nous vivons. Nous avons de l'espoir. Nous inspirons confiance. Tout à fait. Quoi de plus naturel que de continuer cette marche de dignité sans eux, ou bien au cas où on devait les accepter, c'est à condition. Oui. Voilà. Camarade Konaté, c'est vrai que les États du Sahel avaient été indexés comme étant des États faillis, des États donc à ne pas fréquenter avec tous les épithètes possibles. Aujourd'hui, l'Occident qui avait dévoyé pratiquement ces nations donc
l'Occident donc qui revient au galop en souhaitant donc la reprise de la coopération. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout a marché pour l'AES, mais les choses n'ont pas fonctionné pour l'Occident. Pour les autres. Ils ont joué au poker en quelque sorte. Ils ont misé sur l'incapacité des Africains à s'organiser et à réussir des dynamiques et des logiques politiques hors du carcan occidental. Ils se rendent compte que cela n'est pas toujours vrai, qu'il est possible de réussir, absolument, même en étant à contresens de la doxa occidentale. Il faut quand même reconnaître que l'Europe en tant que telle n'est jamais vraiment partie. C'est la France qui est partie et qui a voulu entraîner toute l'Europe avec elle. C'est vrai qu'il y a d'autres pays aussi européens, surtout les pays scandinaves, qui ont fermé leurs ambassades, étant su que leur programme d'action ici, c'était la démocratie et un certain nombre de valeurs qui n'étaient plus très à la mode ici. L'Amérique, quant à elle, de son côté, bien qu'elle n'était pas partie, les relations étaient refroidies, surtout à cause de l'administration Biden, qui est une administration démocrate et qui, comme nous savons, a une vision de la politique extérieure des États-Unis qui est assez particulière, qui est beaucoup plus centrée sur la mondialisation, le libéralisme et surtout la démocratie. Absolument. Voilà. Elle considère que c'est ça la démocratie, on doit couper les relations commerciales et un certain nombre d'axes de coopération. L'administration Trump, comme nous le savons, la démocratie est une variable d'ajustement. Il ne calcule pas beaucoup cette donnée-là. Et ils sont beaucoup plus pragmatiques, souvent un peu vulgaires, mais très crus. Voilà. Et ils disent clairement, que ce soit l'administration Biden ou l'administration Trump, nous sommes là pour les ressources. Tout le cosmétique, le reste là, c'est du cosmétique. Nous, on ne va pas s'embarrasser du cosmétique. Donc, ils reviennent en disant, voilà, nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de cela. Comment on appelle ça? Au Mali, par exemple, c'est le lithium, oui, qui est le fondamental des batteries, ou en tout cas de l'énergie électrique, qui est en train de prendre la cote un peu partout, et dont les Chinois ont la maîtrise, mais que l'Amérique veut concurrencer. C'est pour cette raison, en fait, qu'ils viennent dans l'AES. L'uranium d'un côté, l'or d'un côté, et puis le lithium, mais aussi l'or. Il y a beaucoup de ressources pour lesquelles ils sont là. Et au nom de ces ressources, ils peuvent quand même faire des aménagements. C'est un certain nombre de principes qu'on vend au monde entier. Moi, je crois que la diplomatie, elle est partout, à tout moment. Le dialogue ne se coupe jamais entre pays. Le président même avait dit que les relations entre pays sont supérieures aux questions souvent individuelles, oui, de mésentente. Et on aime souvent le répéter, même pendant la Seconde Guerre mondiale, au plus dur de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Ben écoute, le monde entier continuait de discuter avec Hitler, considéré comme le démon absolu. C'est avec le temps et à la faveur d'un certain nombre de bouleversements commencés en 2022 que l'Occident a voulu créer un nouveau standard qui consiste à couper la parole à ceux qu'on n'aime pas. Voilà. Ça, c'était en contradiction flagrante de tous les principes de diplomatie. Même quand on n'aime pas un pays, un homme, une vision politique, on doit parler. Absolument. Mais elle a décidé qu'elle ne doit plus parler à la Russie. Et quand la situation de l'avènement de l'AES est arrivée, la CEDEAO, sous des influences évidemment d'une certaine force, un certain nombre d'entités occidentales, a décidé aussi de ne plus parler à l'AES. Voilà, ceux-là, c'est des parias, on ne doit pas les parler. C'est-à-dire, ce qu'ils ont appliqué à la Russie, ils ont voulu appliquer ça aussi à l'AES. Sous-entendu que si on ne leur parle pas et qu'on leur applique des sanctions, ils vont finir par s'effondrer sur les pieds, ils vont venir en rampant. Ça ne s'est pas produit dans les deux cas. Donc, bon, que ce soit la CEDEAO, l'Union africaine, enfin, je veux dire, l'Union européenne et même l'Amérique, ils viennent aujourd'hui parce qu'en vérité, aucun d'entre nous ne va déménager. La CEDEAO ne déménage pas, l'AES non plus, l'Union européenne aussi ne va pas déménager. Et nous savons que fondamentalement, les raisons qui font que l'Union européenne est là, c'est pas parce qu'elle nous aime. Elle est là parce qu'elle a des intérêts géopolitiques, des intérêts économiques et en fait des intérêts liés justement aux ressources qu'elle a besoin de protéger dans sa confrontation avec les autres puissances dans le monde. D'accord. Camarade Kabore, c'est vrai, une situation que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est-à-dire l'Occident qui part en claquant la porte et qui revient donc pour négocier une nouvelle forme de coopération avec des États qu'il avait dévoyés donc autrefois. Est-ce que cela était prévisible? Alors, merci beaucoup. Moi, je pense que c'est, de mon point de vue, il y a une constance dans les relations internationales. Généralement, les grandes puissances, comme ils l'ont toujours dit, en tout cas aux grandes dames de certains chefs d'État africains qui pensent qu'ils ont des amis, les chefs d'État des grandes puissances ont clamé haut et fort à tout moment qu'ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts.
C'est dommage pour celui qui n'a pas encore compris cette donne, en tout cas au niveau de relations internationales entre les différents États et au niveau international. Alors, c'est pourquoi effectivement l'Union européenne, en tout cas les États-Unis, toutes ces grandes puissances reviennent. Alors, il y a ce qu'on peut dire, chasser le naturel, il revient au galop. Absolument. Il y a une question d'intérêt. On peut faire semblant de claquer la porte. Oh, on a des intérêts à défendre. Si celui avec lequel on a claqué la porte tient, comme mes prédécesseurs l'ont tellement bien dit, s'il tient, il réussit, il en passe de réussir, il est en train de faire mieux que ce qu'ils avaient, en tout cas en collaborant avec vous, alors il y a lieu de revenir sauver ses intérêts. Pour ce qui concerne effectivement l'Union européenne, vous savez très bien en septembre et novembre 2025, l'Union européenne avait adopté ce qu'on appelle leur nouvelle politique, en acceptant désormais que l'AES, en reconnaissant d'abord l'AES, en acceptant de coopérer avec l'AES sur de nouvelles bases. Ils l'ont dit clairement, et donc leur nouvelle politique était effectivement guidée par cette relation de respect et de coopération mutuellement avantageuse. Tout à fait. Mais, rappelez-vous très bien que tout récemment, ils ont fait sortir effectivement un document, une décision au sein de l'Union européenne en disant qu'il va falloir qu'avant le 2 avril 2026, qu'effectivement, ils fassent tout possible pour sauver leur ami Bazoum. C'est-à-dire le président déchu du Niger, il se donne un délai du 2 avril 2026 pour aller sauver effectivement Bazoum, en guillemets, qu'ils ont si bien dit dans leur déclaration, qui est leur ami de l'Union européenne. Rappelez-vous encore, tout récemment, il y a des échanges. Le chef d'état-major général des armées françaises et le chef d'état-major général des armées ivoiriennes doivent être accueillis par effectivement Fructueux Gbagidi. C'est le chef d'état-major général des armées béninoises. Ils sont en train certainement de se rencontrer pour échanger. En même temps, les armes qui avaient été effectivement bloquées par le Bénin au terminal portier de Sémé-Bogi à Cotonou sont en train de remettre au Niger via le Togo. Alors, il faut que nous comprenions très bien qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. En même temps, ils disent que non, effectivement, nous sommes en train d'aller vers une nouvelle stratégie, renforcement des relations, et ils sont en train de faire encore d'autres choses à côté. Mais cela n'est pas nouveau, Puisque en 2000, lorsque on a dit à Saddam Hussein, ça c'était vers les années 90, le président américain George Bush a conduit une guerre contre Saddam Hussein parce qu'il avait envahi le Koweït. Mais c'est pour dire que dans leur mode opératoire, ils engagent ce qu'on appelle une forme d'échange, de démocratie, de dialogue, de coopération. Et en même temps, ils se préparent pour conduire la guerre armée. Ce qui s'est passé avec l'Irak, c'était ça. Au moment où on devait engager la guerre contre l'Irak, on a amené l'ambassadrice américaine à échanger avec Saddam Hussein et avec Tarek Aziz, qui était le ministre des Affaires étrangères de l'Irak. Et le lendemain, on engage la guerre. Je termine en disant que la même chose avec l'Iran, tout de suite, la guerre qui est en Iran, au Moyen-Orient, on a engagé des échanges avec l'Iran sur le plan diplomatique et en même temps, on engage la guerre. Alors donc, il faut que les États de l'AES fassent beaucoup attention, les écoutent, les regardent, mais restent très très vigilants au moment où Nick Tchèque a venu à échanger avec le Bamako. Il vient échanger avec le Burkina Faso, il va continuer d'échanger avec le Niger. Il faut faire attention. Ce sont des diplomaties qu'ils conduisent, mais dans leur mode opératoire, selon l'histoire, ils le font, en même temps ils préparent une guerre, des attaques. Camarade Sabadogo, est-ce que c'est un retour de raison ou bien simplement vraiment c'est pour masquer de nouvelles ambitions? Alors, merci beaucoup, M. Koulibaly. Je pense que nous sommes dans un monde de jeux d'intérêt. Et ce monde de jeux d'intérêt, ceux les plus rusés gagnent. Et ceux les plus rusés remportent. Je pense que c'est le moment pour nous également, surtout l'AES, de rentrer dans ce jeu d'intérêt. Aujourd'hui, c'est comme mes prédécesseurs l'ont si bien dit, il n'y a pas d'amitié entre États, il n'y a que d'intérêt entre États. Aujourd'hui, le retour de l'Union européenne doit être un truc salutaire pour nous.
En ce sens que ça permet de montrer que tout ce qui est comme récité au préalable, n'est que maintenant une fausse histoire. Parce qu'à chaque moment, il disait que l'Afrique est pauvre, il n'y a rien au Burkina, c'est nous qui venons pour les aider. Donc après maintes stratégies de déstabilisation de l'AES, ils reviennent encore au galop pour tisser encore des partenariats. Ça montre qu'en réalité, nous avons de la valeur. Et c'est à nous maintenant de profiter pour en tirer quelque chose de ce qui vient. Comme ce que mes prédécesseurs viennent de le dire, pendant qu'il y a la guerre à gauche, il y a aussi la diplomatie à droite. C'est à nous maintenant de trouver la stratégie pour tirer quelque chose de bien dans ça. Je prends un exemple. Vous avez tous dit qu'ils sont partis d'eux-mêmes. En réalité, c'est nous qui les avons chassés. Oui. Parce que si c'était eux-mêmes, ils n'allaient même pas partir. Ils n'allaient pas partir, oui. Et si on a pu les faire sortir de la maison, c'est à nous maintenant de les faire rentrer en fonction de nos besoins, en fonction de nos intérêts. C'est nous qui devons signer les accords ou bien les coopérations en fonction de ce qui nous arrange. Aujourd'hui, nous avons la bonne posture. Nous sommes bien assis pour discuter. Pourtant, avant, ils imposaient. Ils s'ingéraient dans la gouvernance. Ils s'ingéraient dans notre économie, dans notre politique, dans la politique. Ils s'ingéraient dans presque tout. Et vous voyez un peu quand vous prenez par exemple la CEDEAO, ils n'ont pas la même posture que nous, puisque là-bas, ils sont dictés. Pour ce qu'ils doivent faire, on les oriente. Nous avons l'avantage parce que nous pouvons aussi créer ce qu'on appelle la stratégie de diviser pour mieux régner. Oui. On décide de collaborer avec ceux qui nous arrangent et on décide de fermer la porte à ceux qui nous dérangent. Plus, parmi eux, il y a certains qui ont des intérêts dans l'AES. Lorsqu'ils vont s'associer pour vouloir prendre des décisions, comme ce que le dit M. Kaboré, où ils veulent aller libérer leurs amis au Niger, vous allez voir qu'il y aura des résistances, vous allez voir qu'il y aura également des contre-oppositions. D'autres vont donner des idées contraires. L'autre aspect qu'il faut analyser, il faut dire que leur papa, qui est États-Unis, lui-même, il vient. Donc pourquoi les enfants ne vont pas suivre? Moi, je me dis que peut-être qu'ils sont en train de suivre un peu le papa qui vient parce qu'aujourd'hui, sans les États-Unis, l'Europe n'est rien. Absolument. Donc si le papa même, il emboîte le pas pour revenir collaborer avec l'AES, il est clair que les enfants, s'ils restent dehors, hors de la cour, c'est clair qu'eux-mêmes, ils seront biaisés. Absolument. Voilà, donc c'est un peu dans ce sens-là. Et je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons signer les coopérations en fonction de... Bon, parce que sur le plan économique, commercial, on peut le faire. Vous voyez, par exemple, les États-Unis et la Chine, ils sont à couteau tiré, mais ça n'a pas empêché Trump et le président chinois de s'asseoir pour discuter autour de d'autres coopérations qui veulent que ça marche ensemble. Surtout au niveau de la Trump est attendu en avril au niveau de la Chine. Voilà, exactement. De même avec la Russie. Vous avez vu que Donald Trump, le président américain, avec Poutine, ils sont assis pour échanger. Malgré que ce sont eux qui apportent des soutiens stratégiques et même militaires au niveau de l'Ukraine pour contrecarrer les attaques de Poutine. Donc ça vous dit que nous sommes dans un monde d'intérêt. Il faut que nous aussi, on rentre dans ce jeu maintenant. Dans ce jeu de stratégie, diviser pour mieux régner. Nous pouvons utiliser l'occasion qui nous a été présentée pour les diviser. La France, on peut dire non, on n'a même plus besoin de la coopération française. 2, on peut regarder parmi eux pour dire, bon, on veut avec les États-Unis, mais dans tel domaine. Nous voulons avec les Allemands dans telle situation. Il peut tout en donnant des barrières, parce que, comme M. Kaboré l'a si bien dit, il faut se méfier. Tout à fait. Et pour se méfier, il ne faut pas donner tout. Mais on ne peut pas aussi prendre tous les œufs, mettre dans un seul panier, comme ce que nous le faisons maintenant. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons des partenaires stratégiques comme la Russie, il y a la Chine, il y a beaucoup de choses. Ça, moi, je pense que nous sommes en train de mettre les œufs dans un seul panier. Et le jour que ça va se renverser, vous allez voir qu'on va se retrouver perdant. Donc, c'est mieux de diversifier les coopérations, les relations en fonction des besoins du moment. Nous sommes la plus belle femme maintenant. Profitons de notre beauté pour imposer ce que nous voulons pour orienter nos politiques en fonction du développement. Absolument. Kamara Traoré, une forte délégation malienne est attendue à Bruxelles le 26 mars pour sans doute négocier un certain nombre de projets dans le domaine de la coopération. Bon, le Burkina négocie, le Mali négocie, le Niger négocie. Quelle doit être la posture de l'AES selon vous?
Mais la posture de l'AES est connue. Ce qui fait la force de l'AES, c'est que l'AES a décidé d'adopter une diplomatie commune, un mode de développement adapté à tous les États et surtout un centre unique, harmoniser les armées pour faire face au terrorisme. Dans cet ordre d'idée, ce qui est original en AES, chaque État négocie avec qui il veut, mais de retour à la maison, il rend compte à l'ensemble des autres États. Voilà où j'en suis arrivé avec un tel. Avec un tel, il faut faire attention. Ça, par le passé, on n'avait pas vu ça. Je pense que la délégation malienne soit reçue à Bruxelles, de retour de Bruxelles, le compte rendu sera fait. Le compte rendu sera fait, que ce soit les Nigériens également. Vous avez vu, dans le cas d'espèce, il y a le Niger qui avait maille à partir avec l'Algérie. Tout à fait. Et le Mali avait maille à partir avec l'Algérie. Oui. Mais ça n'a pas empêché le Niger d'aller en Algérie. Oui. Mais pendant que le président nigérien était à Alger, l'ambassadeur malien est reparti. Comme les copanélistes ont dit, nous devons être des adultes. On ouvre la coopération. Tout le monde est la bienvenue, mais on a notre dignité, notre ligne de conduite d'une fermeté. L'AES est une et nous défendons les mêmes intérêts. On ne veut pas nous diviser comme par le passé. Donc que la délégation parte à Bruxelles, que ceux du Burkina ou du Niger partent, mais de toutes les façons, la cagnotte, la vision est commune. Absolument. Voilà. Et surtout que le Burkina dirige l'AES actuellement, il y a l'obligation du compte rendu. C'est sur les textes. Tout ce que vous faites, vous devez rendre compte au président du moment, c'est-à-dire le capitaine Ibrahim Traoré, pour qu'on puisse définir une ligne commune de défense de nos intérêts. Ce qui est vraiment bien. On a fait des avancées économiques assez notables. Absolument. Des avancées au niveau de la sécurité, donc au niveau de la diplomatie également. Le déroulé est fait et je pense qu'il n'y a rien à craindre. Pour une fois, l'Afrique en AES parle d'une seule voix. Donc ces divertissements et l'impérialisme veut casser ce bloc-là de trois parce que c'est l'avenir de l'Afrique. Mais je pense que les gens en AES ont compris la stratégie. Vous voulez nous diviser, vous n'allez jamais arriver à nous diviser, puisqu'on se parle entre nous. En AES, les gens se parlent. Le dialogue et la transparence au sein de l'Union. Personne ne prendra des décisions contraires aux intérêts de l'AES. Ça, il faut en être sûr. Absolument. Je pense que c'est une très bonne initiative, que les Maliens ou les Burkinabés ne peuvent pas régler un problème. On peut envoyer le Niger ou le Mali régler le problème pour les trois. Tout à fait. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est une bonne dose d'intelligence pratique. Tout à fait. Du moment. Pour une fois, l'Afrique se démarque par une intelligence dynamique pour sauvegarder ses intérêts. Voilà. Camarade Konaté, c'est vrai, la géopolitique à l'heure actuelle donc, est en train de redessiner donc, la carte du monde avec d'autres influences qui arrivent sur le marché, si on peut le dire ainsi. L'AES donc se donne comme mission également de revoir un peu ses coopérations avec l'ensemble du monde entier, mais également en tenant compte de ses ambitions. Évidemment. Je crois que les relations internationales ont toujours été empreintes de, comment on appelle ça, de pacifisme d'une part, mais aussi de violence. Le droit international avait été imaginé comme un ensemble de routines pour essayer de civiliser ces relations-là. Parce que historiquement, les relations commerciales même se réglaient souvent par la guerre. On veut faire le commerce dans un pays, ils ne sont pas d'accord, on fait la guerre. La guerre de l'opium des années 1840 en Chine, c'était une guerre pour le commerce. Les Américains, ou en tout cas les Anglais, c'était les Anglais qui voulaient vendre toutes les camelotes en Chine, y compris de la drogue. Les Chinois ne voulaient pas. Alors, on a fait la guerre. Les Chinois ont perdu, donc on a vendu la guerre en Chine. Partout, on a drogué les Chinois et on a soumis les Chinois. Moi, je pense que l'Occident coopère avec le reste du monde en fonction de ce que ce reste du monde
pense de lui-même, en fonction du niveau de sérieux de cette partie du monde. Aujourd'hui, en 2026, les rapports de coopération entre la Chine et l'Europe ne sont pas les mêmes que les rapports de coopération entre l'Europe et l'Afrique, c'est clair. Et ce ne sont pas non plus les mêmes que les rapports de coopération entre l'Europe et la Chine des années 60-70. C'est-à-dire que l'Occident est une civilisation qui coopère avec vous en fonction de votre force militaire et de votre force économique. Sous-entendu, de votre niveau de sérieux en tant qu'État. Si vous êtes un État discipliné, bien organisé, qui travaille de façon forcenée à s'industrialiser et qui y parvient, les termes de la coopération changent fondamentalement. Il appartient à l'Afrique de se définir, évidemment, les canevas de sa coopération, mais surtout d'aller vite pour dépasser cet état de vulnérabilité, justement, qui fait que chacun se donne des droits acquis en Afrique. Que ce soit l'Europe, que ce soit l'Amérique, ou même la Chine. Parce qu'on a beaucoup de cas où dans certains pays africains, la coopération avec la Chine a donné des choses absolument pas souhaitables. Des sueurs froides. Voilà, c'est-à-dire, en fin de compte, Niger, on a vu le problème. Les Chinois même en arrivent à se comporter souvent comme des Occidentaux. Parce qu'ils ont vu que les Occidentaux se permettaient des choses et aussi ils se les permettent. Donc, en fait, la variable fondamentale, c'est nous. En 2021, je me rappelle encore, il y avait eu un débat sur RFI à la suite, ou même dans le cadre du sommet Afrique-Europe, Europe-Afrique si on veut. Et il y avait un spécialiste sur le plateau qui disait que même dans le cadre des discussions où l'Europe prétend financer la croissance et le développement en Afrique, il y a quand même une question que personne ne veut évoquer, c'est la question de l'industrialisation en Afrique, parce que les Européens ne voient pas ça d'un bon œil. Et beaucoup de spécialistes même disent que le développement de la Chine les a surpris, mais ils n'entendent pas être surpris par le développement de l'Afrique. Parce qu'une Afrique industrialisée, c'est une menace. L'Europe la voit comme une menace. Parce que c'est dit, on ne peut pas avoir des usines plus performantes que nous à nos frontières. L'Afrique a deux paddles. C'est-à-dire qu'ils se disent qu'ils seront inondés par des produits venus d'Afrique. Et pour eux, il est impensable qu'on permette à l'Afrique de s'industrialiser. Maintenant, vous imaginez une Afrique qui compte sur l'Europe pour s'industrialiser à travers l'aide au développement, transfert des technologies. C'est pour ça que quand je voyais un penseur ou en tout cas une personnalité africaine qui parle de transfert de technologie avec l'Europe ou l'Amérique, je me dis c'est un plaisantin de haut vol. Il ne comprend pas le monde. Il danse dans une prairie, il a l'impression qu'il est sérieux. Il n'y aura jamais de transfert de technologie. Même la Chine, personne ne vous parlera de transfert de technologie avec la Chine. La Chine n'a pas eu de transfert de technologie, elle a volé. Enfin, je veux dire, elle a quand même subtilisé. Elle a trouvé le moyen. Et elle a même surpris le reste du monde par la façon dont elle est devenue le laboratoire, alors qu'on avait pensé être l'atelier. On se disait que c'était la main d'œuvre. Personne ne se disait que la Chine pouvait être au stade d'inventer des brevets et d'être maître de la technologie. C'est le même cas en Iran. Si les Iraniens devaient attendre le transfert des technologies pour faire... Oui, on a attendu longtemps que l'Iran s'effondre sous le coup des sanctions. Elle ne s'est pas effondrée. Mais dans le cas de l'Afrique, en fait, toutes les prédictions fonctionnent. Puisque les Africains n'avaient pas d'ambition, ils n'avaient même pas une vision du monde propre à eux-mêmes. C'est-à-dire notre vision du monde, elle vient d'Amérique, elle vient d'Europe. Ou bien elle vient d'Arabie. Bon. Mais comment vous pouvez construire un continent sérieux avec ça? Aujourd'hui, nous avons la possibilité de redéfinir les rapports, voilà, de définir notre rapport au monde, à l'Europe, à l'Amérique, à la Chine, à la Russie, centré sur notre vision sur les 50 et 100 prochaines années. Comment on fait pour industrialiser ce pays? Comment faire en sorte que les jeunes ne soient plus obligés de se jeter dans la mer et aux mers des requins pour dans la recherche d'un mieux-être en Occident? Mais ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, ce n'est pas une malédiction non plus. C'est structurellement programmé par la formule économique de la mondialisation dans laquelle on nous a embarqués et dans laquelle nous sommes rentrés comme des naïfs. Oui. Je pense que fondamentalement, on a la possibilité d'aller sur la base d'un nouveau départ dont nous tenons les clés. D'accord. Camarade Kaboré, selon vous, quels sont les domaines de coopération prioritaire que l'AES doit envisager avec les Occidentaux? Alors, nos défis majeurs, effectivement, en la matière, c'est premièrement la sécurité. Il faut que nous soyons en sécurité. Nous arrivons à avoir une vision claire de ce que nous voulons pour nos populations en termes de sécurité, avant d'enclencher d'autres choses. Nous n'allons pas sous-traiter quand même notre sécurité. Non, jamais. Jamais de la vie. Voilà pourquoi, effectivement, nous avons décidé d'acheter les armes nous-mêmes. Nous avons décidé de former nos militaires, nos forces armées sur place. Rappelez-vous de l'école de guerre Tiefo Amoro à Bobo du Lasso. Rappelez-vous de l'école de guerre à Koulikoro au Mali. Il y a beaucoup, effectivement, de ce que nous faisons. Et la force unifiée
Il n'y a pas un seul élément d'un soldat venu de l'Occident ou de l'Amérique qui est au niveau de la force unifiée de l'AES. Vous comprenez, dont le siège est à Niamey. Et donc, nous sommes en train de réussir quelque chose que même certaines grandes puissances étaient étonnées de nous voir à cela. Comme camarade, il l'a si bien dit, voyez-vous. Alors, on a toujours pensé qu'effectivement, nous étions des gens incapables. C'était des grands enfants. Depuis la colonisation, c'est l'image qui a été donnée de l'Africain. Parce que nous avons, de par nos ancêtres et notre culture, estimé que quelqu'un qui vient chez nous était accueilli comme un envoyé des ancêtres. Et on l'a accueilli avec toutes les bonnes manières. C'est ce que les Européens ont interprété comme étant une faiblesse. Or, c'est lié à nos cultures. Tout à fait. Et ce qui est encore plus grave à ajouter, c'est que s'il l'envoyait même, il a la peau blanche. Il ressemble à un ange à l'époque. Et donc, nos ancêtres avaient estimé que, c'était les anges, un blanc qui arrive chez nous, on l'accueille et on lui ouvre toutes les portes. Donc, les Européens ont compris que ces Africains-là, voilà comment il fallait les traiter. Y compris arracher toutes leurs richesses, leur or, avec des verroteries, avec du vieux vin, ce que nous avons appelé la pacotille. Et même un miroir permettait même de prendre quelques 2 esclaves. 3, ainsi de suite, y compris même embrouiller le roi avec des vieux vins pour prendre encore 2 esclaves. Voilà un peu comment ils ont géré le commerce triangulaire. Donc, ces idées sont restées dans les Européens, dans la tête des Européens jusqu'à présent. Ils veulent nous traiter effectivement de la même manière. C'est curieux. Lorsque tous ceux qui, des races différentes de nous, les Africains nous voient, la première idée qui vient, c'est de nous transformer en esclaves. Vous savez que la première esclavage a été organisé par les Arabes. Depuis très longtemps, avec les explorateurs arabes, les Ibn Khaldoun, les Ibn Battuta, quand ils devaient venir en Afrique. Le premier contact avec le noir, l'idée qui vient premièrement, c'est de le transformer en serviteur, en nègre, en esclave. Mais nous, on n'a rien compris. Jusqu'à ce qu'ils prennent certains de nos frères pour les transformer en gardiens de leur harem, c'est-à-dire l'endroit où le quartier de leurs femmes. Et on prenait le soin de les castrer, transformer en eunuques. Voyez comment on traitait le noir. Tout à fait. Donc, aujourd'hui encore, on continue de penser que l'être africain, le noir, est quelqu'un qui n'est pas capable de développer. Alors que, génétiquement, on a tout ce qu'on a, que tous les êtres humains ont. Donc, pour revenir à cette idée, la question que vous posez, mais aujourd'hui, nous n'allons jamais sous-traiter et nous devons tirer les exemples de ce que les autres pays sont en train de vivre sous nos yeux. L'Iran, si l'Iran devait accepter, attendre que sa sécurité vienne d'un autre pays, mais l'Iran était mort. L'Iran aujourd'hui a dit qu'il est capable d'assurer une guerre de longue durée. Ce qu'ils ont déjà balancé comme missile, ça fait à peu près 2000 et quelques. Ils disent que ça, c'est rien d'abord. Ce qu'ils ont en réserve, c'est incroyable. Ils sont prêts. C'est Donald Trump, comme vous le voyez maintenant, qui est en train de négocier. Il est en train d'engager même ses amis européens, ses petits frères, à revenir à la guerre, à venir l'aider, y compris l'aider à sécuriser le détroit d'Ormuz. Parce qu'effectivement, de là-bas, passerait une grande quantité de l'or noir qui alimente le monde entier. Donc, vous comprenez. Donc, on ne va jamais le faire. Et en le faisant, nous nous respectons nous-mêmes. Nous allons assumer notre dignité, notre souveraineté, notre indépendance, en même temps par la sécurité que nous avons gérée nous-mêmes. D'accord. Voilà. Camarade Traoré parle de ses ancêtres esclavagistes, les Arabes. Je n'ai pas bien compris, quoi. Alors que lui... Tu me demandes de réagir. Non. En fait, ce qui m'étonne, il parle de ses ancêtres arabes, là, les esclavagistes. Il les traite d'esclavagistes. D'accord, c'était une parenthèse pour moi. L'avenir du monde se joue en Afrique, selon donc certains analystes. Comment l'Afrique doit se préparer pour vraiment être au rendez-vous donc de cette dynamique-là? Alors, je vous remercie. Pour commencer, je vais ouvrir une parenthèse. Une parenthèse sur une situation qu'on vient d'évoquer là, surtout le côté du Niger. Vous voyez qu'au même moment que avant de revenir à votre question, au même moment que les mêmes Occidentaux viennent pour des coopérations au niveau du Burkina et du Mali, ce sont les mêmes qui s'organisent pour libérer leur ami au Niger, Bazoum. Bon, quand on dit libérer, je pense que ce n'est pas par la négociation, parce que la négociation a échoué. Ça veut dire qu'ils veulent attaquer pour libérer de force, normalement, si on comprend bien l'expression. Mais sachant que l'AES, là, c'est 3 pays unis, engagés
pour leur souveraineté. Maintenant, ces personnes-là décident d'aller attaquer et ils veulent négocier en même temps à gauche. Ça veut dire ça, c'est la stratégie de diviser. Donc, ils veulent nous diviser. Donc, c'est en cela que l'AES doit être vigilant. D'abord, la première condition pour échanger même avec ses partenaires, c'est de leur faire comprendre que leur intervention au Niger est carrément et purement condamnée et condamnable. S'ils veulent qu'on s'assoie pour discuter, il faut d'abord lever cette sanction ou d'abord renoncer au fait qu'ils veulent intervenir au Niger. Maintenant, s'ils veulent revenir un peu à... Parce que là, moi, je peux dire que ça peut être un test pour voir est-ce qu'on est unis, est-ce que vraiment l'AES, quand on dit l'AES là, est-ce qu'ils parlent du même voix. Pour revenir maintenant à votre question, qu'est-ce que l'Afrique doit faire pour répondre aux attentes sur le plan mondial? Moi, je pense que c'est l'union. Mais malheureusement, il est difficile pour nous de s'unir au regard de ceux-là qui sont déjà esclaves dans le sang et dans le mental face aux colons. Maintenant, on a une petite résistance qui est là. On a un espoir qui est là. Et l'espoir pour nous, c'est l'AES. Aujourd'hui, tout le monde repose leur espoir sur l'AES. Si on arrive à s'organiser, si on arrive également à répondre aux besoins de nos populations, si on arrive à développer, je vois que le président, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, il est déjà sur la même lancée. En créant les usines, on va transformer également le rapport. Avant, c'était nous, on était les consommateurs. Et comme nous sommes les consommateurs, ils ont tout fait pour ne pas que nous puissions produire. Nous puissions nous transformer tout ce que nous produisons. Il faut qu'on arrive à changer ce cap-là pour qu'eux, maintenant, ils deviennent également les consommateurs. Et en les transformant, en renversant cette échelle, pour renverser cette échelle-là, ça revient à faire quoi? À créer des coopérations sur le plan économique. On va les vendre. Nous avons des choses qu'ils veulent venir acheter. On produit, eux, ils viendront maintenant acheter. Alors qu'avant, c'était nous qui partons acheter. Ils viennent nous vendre, que ce soit la Chine, que ce soit les Européens. Chacun fabrique ce qu'il peut fabriquer et on nous envoie, nous consommons et nous sommes bien dans ça. Je pense que c'est en cela que nous pourrons nous en sortir sur également le développement économique et sur le développement sécuritaire. Sur la sécurité, moi, je suis d'accord pour leur entrée, c'est-à-dire que pour leur main tendue, en ce sens que lorsqu'un voleur, il vole ton bien et qu'il revient pour demander qu'est-ce que tu en as besoin, il est facile de lui dire que je veux que tu me restitues ce que tu m'as pris. Je veux m'exprimer en cela en disant quoi ici. Nous savons que les terroristes qui nous attaquent sur le plan de l'AES, au niveau de l'AES, les armements, les équipements, tout ce qui est comme le financement, ça vient d'eux. Donc, même la coopération sécuritaire peut venir de là. Parce que parlant de coopération sécuritaire, on pense que non, bon, on va dire, venez nous sécuriser. Non, non. Ils doivent s'attendre à une autre forme de langage, à une autre expression. Au lieu que nous allons leur dire, venez nous sécuriser, on va leur dire, aidez-nous, non seulement à tracer les entreprises qui fournissent les armes à ces bandits-là. Oui. 2, aidez-nous à tracer les financiers de ces bandits-là. Ça peut être une forme de coopération. Tout à fait. S'ils s'engagent, on s'engage. Mais la contrepartie aussi doit être bien vérifiée. Si on donne trop plus qu'eux ne donnent, c'est mieux d'arrêter. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je dis que nous devons être stratégiques dans la coopération qui vient et nous devons accepter tout en proposant. On profite de l'occasion pour les dire de les démanteler. Ils peuvent. Ils savent. Les armes ne sont pas, c'est pas du riz qu'on fabrique. On sait, c'est tracé. On sait qui fabrique les armes. Les armes sont marquées. Donc aujourd'hui, tout ce qui est comme armes, aujourd'hui nous savons que ces bandits qui nous attaquent là, ils ont des armements plus puissants. Chaque fois, ce sont des armes sophistiquées qui arrivent. Donc ça vient de quelque part. Et nous avons aussi également, dans le passé, des informations sur des coopérations de financement et de choses, on appelle ça quoi, de distribution d'armes venant de ces personnes-là. Donc c'est l'occasion pour nous de montrer, de présenter et également de les pousser à les dénoncer et même à couper même ce cordon ombilical qui lie les bailleurs. S'ils acceptent, c'est du pain béni parce qu'on va aller vite et bien en sécurisant notre territoire et en se développant. Maintenant, il faut qu'on arrive à sensibiliser également. La sensibilisation doit être démise parce que les Africains, vraiment, c'est un peu compliqué. On comprend tout de travers. Donc, ça fait que c'est ce que le camarade venait de dire là, nous sommes trop en retard. Et il faut qu'on avance. Mais on est en retard sur quoi? Sur la mentalité même. Sur la compréhension des événements. Il faut que les mentalités changent. Il faut que les mentalités changent. Même pour peu. Prenons le cas de Burkina Faso,
vous voyez que le petit changement qu'on veut instituer, ça dérange, ça fait mal. Parce que les gens sont trop confortables dans les habitudes. Donc le changement devient difficile. Il y a des gens qui trouvent qu'il n'y a plus beaucoup d'huile maintenant dans le Benga. Il n'y a plus quoi de gombo. Voilà, donc il y a beaucoup qui pensent qu'il n'y a plus de gombo. Donc aujourd'hui, lorsqu'on touche à un intérêt, on devient contre la révolution. Ça ne doit pas être comme ça. Le vrai révolutionnaire doit être celui-là même qui donne ce qu'il a pour que les autres puissent en avoir. Il faut qu'on pense global. Il faut toujours penser de l'autre, penser à la survie de l'autre. Mais on est un peu trop centré sur nous-mêmes, l'individualisme, l'intérêt personnel. On ne veut pas que l'autre gagne. Du coup, dès qu'on dit, bon, il faut casser pour partager, ça devient problème. Donc je pense que l'Africain, de façon générale, on doit s'unir et on doit avoir une pensée de noir. Absolument. Camarade Traoré, camarade Sawadou a touché le nerf, en tout cas, du problème. Et on a un vrai problème, donc, du sens à donner à l'intérêt général. Chacun pense que non, c'est lui qui doit avoir le maximum de viande sur son riz, etc. Ça fait que déjà, quand vous voyez peut-être les commentaires, souvent, on se demanderait si vraiment nous sommes dans les pays du Sahel. La révolution est engagée dans tous ces 3 pays. La dynamique est enclenchée. Les résultats sont visibles, palpables. Malgré ça, il y a des gens qui sont toujours dans les nuages. C'est inquiétant quand même. C'est pas, il faut le comprendre, le dénoncer et finir avec. Parce que le mode opératoire de l'impérialisme, c'est quoi? Une société de consommation, le divertissement à outrance et puis la corruption. Et la diffusion de certaines valeurs éculées. Tout à fait. Tout ça pour nous handicaper, comme le camarade Tel l'a dit, faire en sorte que nous ne nous prenons pas en charge. La coopération avec l'Union européenne, c'est très bien, mais il faut qu'on soit accusateur, le narratif. Celui qui nous attaque, c'est l'Europe. Qui finance le terrorisme, c'est toi. Si tu veux coopérer avec nous, soyons clairs avec eux. Nous sommes, le Mali détient beaucoup de preuves contre la France. Beaucoup de preuves contre certains États. Donc, c'est l'occasion de mettre tout ça sur la table. Tout ce que vous faites, comme le camarade président Tiani le démontre à longueur de journée, l'AES est entouré par les manipulations françaises et par le mensonge de la France et l'orchestration, la mise sur pied des cellules, c'est eux qui nourrissent le terrorisme. Tout à fait. Le Bénin en est une université ou une industrie de fabrication de terrorisme, la Côte d'Ivoire et une bonne partie de l'Algérie. Donc, nous connaissons le terrorisme. Que le terroriste vienne lui-même vouloir négocier avec nous, il faut être d'une certaine clarté. Tout à fait. Nos partenaires stratégiques russes nous ont démontré par A plus B toutes les manifestations de l'État français, ce qui est orchestré contre nous. Donc, c'est l'occasion de poser sur la table. Voici ce que nous savons de vous. Preuve à l'appui. Les réunions qui se tiennent, les rassemblements qui se tiennent, les financements de nos terroristes, d'où ils viennent, les armes que nous saisissons, comme le camarade a dit, à ses origines. Donc, pour une fois, si le terroriste, le maître terroriste, celui qui manipule le terrorisme dans nos États, vient à nous, on doit pouvoir déposer sur la table. Voilà. Le narratif, on doit changer le narratif. Absolument. On connaît notre terroriste, on doit pouvoir le dénoncer et puis nous organiser en profondeur. Tout à fait. La mobilisation générale. Dire toutes les vieilles valeurs qu'on nous avait vendues, la facilité et la corruption, l'argent facile, il faut mettre les peuples au travail. Tout à fait. Pas dans une politique de transparence et de production. Nous consommons ce que nous produisons. Déjà, toutes nos industries sont mises à rude épreuve pour nous satisfaire d'abord. L'Afrique était vue comme un marché. Nous étions un marché pour les autres. Maintenant, notre marché, nous devons occuper notre marché avec nos produits. Nous vendre sur nos marchés. Et je pense que ce serait un progrès assez significatif
si on arrive à cette articulation. Absolument. Donc il faut éduquer le peuple à se prendre en charge. Tout à fait. Donc, en tout cas, il faut continuer à sensibiliser, à former. Camarade Kaboré, vous avez été dans la grande île, à Madagascar. On va peut-être terminer rapidement avec lui, car on n'a plus beaucoup de temps, pour comprendre un peu cette évolution de la mentalité au niveau donc, de la jeunesse malgache. Alors, il faut comprendre que un peu partout en Afrique, la politique actuelle engagée par l'AES et notamment au Burkina Faso est beaucoup appréciée. Les gens, souvent, nous laissent entendre, effectivement, lors de mon séjour à Madagascar, j'étais allé pour faire une formation de une semaine. Tout ce que je forme durant cette formation, les échanges, après, mais les gens me laissent entendre que ici, il y a un président qu'on devait élire pour toute l'Afrique, il serait le président burkinabé. Et moi, en tant que burkinabé, je suis tellement fier. J'avais porté mon façon d'Afani et je leur fait savoir que, écoutez ça a été cultivé par nos agriculteurs au Burkina, ça a été tissé par nos mamans et ça a été cousu à la main. Aucun fil n'est venu de l'Europe ni des Amériques pour répéter l'expression de Thomas Sankara. Tout le monde était très content. Alors les gens disent, certains même disent qu'ils veulent même venir prendre la nationalité burkinabé. Et je leur dis au passage, je leur rappelle que, mais écoutez, rappelez-vous que très bien que le capitaine, camarade capitaine Ibrahim Traoré a annulé, il a supprimé tous les frais de visa. Si vous voulez venir à part, allez-y, prenez votre passeport, vous venez au Burkina, un visa gratuit pour tous les Africains qui aimeraient venir au Burkina Faso. Il y a eu changement quand même de régime à Madagascar. Le DJ qui était président depuis un certain temps a laissé la place donc à un militaire qui a pris le pouvoir. Colonel Michael. Voilà, justement, comment c'est géré? Comment la population, quel est le ressenti de la population par rapport à ça? Alors, les populations attendent beaucoup. Et ce qui, dans nos échanges, ils voudraient que leur homme fort du moment, il fasse exactement comme ce que le camarade capitaine Ibrahim Traoré fait au Burkina. Au besoin, il doit venir en immersion au Burkina. Et moi, j'ai dit, mais écoutez, vous savez très bien que notre ancien président Thomas Sankara a été formé ici, à l'académie militaire d'Ansirabé, et ils en sont fiers. J'ai dit, mais écoutez, bon. Et le gouvernement est tombé quand j'étais là-bas. Hein. Et ils étaient en train de faire les tractations pour nommer le nouveau gouvernement. Il y a même quelqu'un parmi les personnes que j'ai formées qui travaille au ministère de l'enseignement. J'ai dit, mais écoutez, c'est une dame. J'ai dit, mais on va te nommer, j'y plaisantais comme ça. Et donc, voyez-vous, et les Malgaches sont très contents d'apprécier ce qui se passe à l'AES. Ils sont attentifs, ils regardent, ils voudraient que ce soit la même chose chez eux. Mais d'autres ne sont pas assez, ils sont assez réalistes. Ils disent qu'il est allé effectivement aller échanger avec Poutine. Mais il est encore allé échanger avec Macron. Donc, on ne sait pas, les Malgaches seraient sur leur soif, ils attendent de voir à quelle sauce ils seront mangés. Mais dans tous les cas, ils espèrent que leur homme fort et leur gouvernance va copier l'exemple de l'AES. Voilà un peu ce que j'ai. C'est un peu compliqué. Monsieur Camarade Konaté, on discute avec Poutine, on discute avec Macron, je ne sais pas. Cette alchimie quand même pose problème. Ça pose problème, c'est aussi ça un peu le caméléon. Le problème aussi, c'est que souvent, à vouloir trop mélanger ce qui ne peut pas fonctionner ensemble, parce que, vous savez, il faut avoir une position bien connue. Vous ne pouvez pas coopérer avec la Russie et la Chine au même stade que vous coopérez avec les États-Unis. Le frère à côté disait tantôt qu'il faut diversifier. C'est bien, c'est tout à fait juste. Hein. Mais il faut qu'on puisse vous positionner quelque part. Soit vous êtes dans le bloc occidental, soit vous êtes dans le bloc de l'Est. Tout en ne fermant pas la porte aux autres. Mais quand vous êtes partout, en fait, quand vous aurez des problèmes, il n'y a personne où on peut vous positionner. C'est un peu comme ce qui est arrivé à Kadhafi. Kadhafi coopérait très bien avec tout le monde, y compris très bien avec le monde occidental. Mais c'est le même occidental qui lui est tombé dessus un matin. Et l'autre bloc aussi se disait, mais écoute, c'est pas notre ami. C'est-à-dire, en fait, il n'y avait aucune coopération sérieuse qui permettait de dire que voilà les intérêts russes ou chinois, comment on appelle ça, en Libye. De sorte que Kadhafi même puisse dire, c'est vrai qu'après la Russie regrettait ce qui s'est passé en Libye, mais je dis fondamentalement, en tout cas, Madagascar, on ne peut pas lire. Et on voit aussi sur les réseaux sociaux à quel point, bon, souvent il y a beaucoup d'attentes là-bas. Chez nous aussi il y a des attentes, hein, c'est vrai. Dans tous les peuples du monde il y a des attentes, mais bon voilà. On espère que ça va aller. Camarade Savadogo, un petit mot là-dessus. Le président malgache, il part en Chine, il part plutôt en Russie, il part chez Macron.
Bon, c'est comme ce que mon camarade vient de le dire. Hein. Mais à partir du moment où on n'a pas le contenu des échanges, on ne peut pas trop apprécier. D'accord. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Si on avait le contenu des échanges, si par exemple il est parti dire, bon écoute, je suis avec toi, je suis avec toi, là ça pose un problème. Ouais. Voilà, donc... D'accord. On espère simplement que les uns et les autres vont travailler donc à prendre en considération les aspirations des populations. Comme le disait l'ancien président, le feu camarade président Sékou Touré, qui disait que le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Il faut donc éviter au maximum la confusion si on veut vraiment bâtir une vraie révolution. Voilà, donc au bénéfice des populations, on a besoin quand même que les positions soient clarifiées et que donc la marche suit son cours avec autant donc de volonté et d'engagement. Portez-vous bien sûr la C360.